Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Roxane Vasseur. J'étais assistante de recherche pour Hugo Tremblay et Hélène Trudeau dans le cadre du projet Attrape. Et je suis ici en tant que représentante de notre équipe pour vous parler brièvement de notre mandat, également de la revue de littérature qu'on a fait pour s'approprier la problématique et bien comprendre ses enjeux. Voilà, pour après faire une revue du droit existant, voir également c'était quoi la législation, la réglementation qui était en place actuellement au Québec pour protéger la qualité et la ressource en eau, et finalement faire un bref tour d'horizon des différents outils économiques existants qu'on a observés dans d'autres juridictions, mais d'une perspective juridique. Donc, notre mandat consistait à faire une analyse du cadre institutionnel, légal et réglementaire en lien avec la problématique des cyanobactéries. Ce mandat-là se déclinait essentiellement en deux volets. Donc, dans un premier temps, on devait faire l'analyse des outils de paiement pour services environnementaux qui seront ou sont suggérés dans le volet économique du projet, dans une perspective juridique. Et dans un deuxième temps, on voulait faire une revue du cadre législatif existant au Québec pour voir de quelle façon, pour voir dans un premier temps quels sont les outils qui avaient été mis en place pour protéger la ressource en eau, et dans un deuxième temps pour voir de quelle façon est-ce qu'on pouvait bonifier le cadre législatif qui est actuellement en place. Donc, je ne vous ferai pas une présentation sur la revue de littérature sur les cyanobactéries parce que je suis certaine que vous connaissez mieux la problématique que moi. Mais en gros, on voulait, nous, en tant que juristes qui ne connaissaient pas trop l'aspect scientifique de la question, bien comprendre ce qu'étaient les cyanobactéries, les principaux facteurs de prolifération, puis les principales sources de provenance des nutriments, puis les conséquences de la prolifération, pour voir dans quelle réglementation est-ce qu'on devait se diriger pour évaluer les outils qui étaient mis en place. Bon, rapidement, je ne vous présenterai pas tous les lois et règlements qui existent, mais bien sûr, il y a la loi constitutionnelle de 1867 qui s'applique, qui parle du partage des compétences, et donc l'eau étant une compétence partagée. Il y a des règlements et des lois qui sont, d'une part, fédérale et d'autre part provinciale. Il y a la loi sur la qualité de l'environnement au Québec qui s'applique, qui encadre tout rejet de contaminants dans l'environnement. Il y avait le plan d'intervention sur les algues bulvaires 2007 à 2017. Et dans notre revue de la littérature des cyanobactéries, on a été à même de constater que les principales sources de prolifération ou de contamination de l'eau qui avaient été identifiées étaient les pratiques agricoles et l'urbanisation et les activités riveraines. Donc ici vous avez les principales lois et règlements qu'on a identifiés. Et dans celle-ci, donc, se trouvent plusieurs outils qui ont été mis en place par le gouvernement du Québec pour encadrer la problématique des cyanobactéries d'une part, mais aussi pour s'assurer de la qualité en eau. Donc, en lien avec les pratiques agricoles, il y a le règlement sur les exploitations agricoles qui oblige en fait les agriculteurs à faire un plan agro-environnemental et qui encadre d'une part l'épandage des fertilisants, le stockage du fumier et des autres fertilisants, et aussi le compostage. Il y a un règlement qui a été publié très récemment parce que, il y a actuellement une grande réforme environnementale au Québec qui a lieu, et il y a un règlement qui a été publié récemment, le 14 février 2018, qui prévoit l'encadrement des matières résiduelles fertilisantes pour éviter qu'il y ait tout ce qui est stockage, compostage et épandage, essentiellement le stockage et le compostage, mais pour éviter qu'il y ait du ruissellement vers les cours d'eau. Donc, il y a des mesures législatives, réglementaires qui sont en place pour encadrer tout ça. Il y a la politique de protection des rives du littoral et des plaines inondables qui vise la gestion des différents écosystèmes qui bordent les cours d'eau et qui vise à protéger les milieux hydriques. La politique de protection des rives et du littoral et des plaines inondables s'applique essentiellement en deux volets. Dans un premier temps, les MRC doivent intégrer à leur schéma d'aménagement et de développement les objectifs qui sont prévus à la politique, et les municipalités doivent aussi l'incorporer à leur règlement d'urbanisme. Donc ici, c'est tout ce qui est en lien avec la protection des bandes riveraines, puis éviter qu'il y ait des mises à nu qui soient faites. Et
Ensuite, il y a le règlement portant sur l'interdiction de la mise en marché de certains détergents à vaisselle, qui, depuis le 1er janvier 2018, interdit de mettre à la disposition des consommateurs un détergent à vaisselle qui contient plus de 0,05 en poids de phosphore. Il y a aussi le règlement concernant l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées qui prévoit la gestion des eaux usées et qui impose certains standards pour éviter qu'il y ait des contaminations qui proviennent des fosses septiques. Donc, en faisant cette... je ne les passerai pas tous un par un, mais bref, en faisant cette revue du droit-là, on voulait voir quelles recommandations est-ce qu'on pourrait faire pour assurer une meilleure protection. Il y a aussi cette revue du droit existant qui sera faite au niveau fédéral parce que, bon, comme je vous ai dit, en vertu de la Constitution, l'eau est une compétence qui est partagée. Puis, comme il peut avoir des implications de droit transnational et de réglementation internationale quand vient le temps de réglementer, parce que, bon, on sait qu'il y a certains bassins versants qui peuvent franchir les frontières. Donc, on jugeait que c'était important de bien comprendre le cadre juridique auquel on avait affaire pour adopter des stratégies efficaces. Donc, je dirais que dans le cadre de nos recherches, on s'est un peu plus concentré pour l'instant sur le volet numéro 1, qui était la revue des outils économiques dans une perspective juridique. Donc, ça va être tout pour ce dont je vais vous parler pour le volet 2, qui était la revue du cadre réglementaire. Donc, on a regardé dans les autres juridictions, en fait, ce qui avait été fait, ce que les autres juridictions qui sont prises avec les mêmes problèmes en termes de matières de cyanobactéries avaient incorporé dans leur cadre juridique pour traiter du problème. Puis on voulait voir, en fait, de quelle façon est-ce qu'ils avaient arrimé ça avec le cadre légal, puis est-ce que ça pouvait être transposé au Québec, au contexte légal de la protection juridique de l'eau. Donc, on a regardé les Alternative Land Use Services, les taxes sur les pesticides, le marché du phosphore, la conversion à l'agriculture biologique. En regardant le plan de la présentation aujourd'hui, j'ai compris que Bilal allait faire une présentation extensive sur le marché du phosphore. Donc, je ne vous en parlerai pas beaucoup. Par contre, j'en profiterai pour dire que Éline Trudeau avait beaucoup travaillé sur l'implantation du marché du carbone au Québec. Donc, on s'est beaucoup penché sur la question, voir quelle juridiction avait implanter un marché du phosphore, de quelle façon est-ce qu'ils avaient utilisé le droit pour s'assurer de bien atteindre leur objectif, puis de voir si le cadre juridique existant au Québec actuellement avait la flexibilité pour recevoir cette solution-là, si c'était l'avenue qui était choisie. Une autre solution qu'on a observée, que certaines juridictions ont adoptée, c'est la conversion à l'agriculture biologique. Puis, on trouvait que, juridiquement parlant, c'était une solution qui était intéressante et innovatrice, en ce sens que on créait, d'une certaine façon, des nouveaux types de contrats. Donc, essentiellement, il s'agit de proposer aux agriculteurs qui sont situés dans une zone de captage d'être compensés pour une conversion à l'agriculture biologique dans la perspective de protéger la qualité en eau. Donc, c'est une relation tripartite, comme vous pouvez le voir sur le tableau. L'agriculteur s'engage d'une part avec un distributeur d'eau à respecter certaines restrictions concernant la fertilisation des sols exploités, donc minimiser les écoulements de nutriments et de fertilisants, de pesticides vers les cours d'eau. Puis, en contrepartie, il se voit octroyer une prestation compensatoire qui vient compenser la perte de rendement qu'il pourrait avoir pendant la période de transition. Donc, parmi les conditions qui se voient imposer l'agriculteur dans cette relation contractuelle-là, on peut mentionner là, que au moins 70% des aliments doivent être produits de façon biologique sur l'exploitation même. Donc, l'agriculteur doit adapter la taille des troupeaux aux capacités fourragères de sa ferme. Il y a l'interdiction, bien sûr, d'utiliser des engrais chimiques et il ne peut pas épandre, par exemple, plus de 20 mètres cubes de lisier par hectare et par récolte. Dans le cadre de ce contrat-là, il doit également... il y a l'obligation, en fait, de devenir membre d'une association d'agriculture biologique.
Je vais juste peut-être faire une petite mention sur la nature juridique du contrat qui unit l'agriculteur et le distributeur d'eau. C'est ici qu'on trouvait que les gens avaient fait preuve d'une certaine ingénierie juridique, en ce sens qu'il ne s'agit pas d'un contrat qu'on appelle nommé en droit, donc ce n'est pas une prestation de service, ce n'est pas un contrat à exécution successive, ce n'est pas un contrat de travail, ce n'est pas une forme de mandat. C'est vraiment quelque chose qui a été créé de toutes pièces pour tendre vers la réalisation, dans le fond, d'une meilleure qualité en eau. Ensuite, l'agriculteur doit devenir membre d'une association d'agriculture biologique pour lui permettre ou pour lui faciliter à tout moins l'accès vers un marché lucratif du biologique. Et en contrepartie, l'association d'agriculture biologique doit le former, puis visiter le lieu où il cultive pour s'assurer qu'il respecte la réglementation. Donc, c'est en plus du marché du phosphore, je vous dirais, c'est l'autre alternative, l'autre solution qu'on avait trouvée qui était intéressante. Ceci étant dit, je dirais que notre volet de la recherche est très dépendant du volet économique, en ce sens où on voulait faire une revue de ce qui était existant, puis basé sur la solution que les gens dans le volet économique du projet décideront. Nous, on va voir après de quelle façon est-ce qu'on peut intégrer cette solution-là au cadre juridique existant. Et la raison étant que on a remarqué que bien souvent, les contraintes juridiques pouvaient limiter les possibilités pour les acteurs de s'engager pleinement, par exemple, dans un marché du phosphore ou dans d'autres solutions qui pourraient être choisies. Puis parce que aussi, le fait de traduire des instruments économiques dans un marché juridique permet de bénéficier de certains mécanismes de coercition, de sécurité et de contrôle qui permettent d'atteindre, dans le fond, l'objectif visé. Donc, voilà, on en est encore à un état un peu embryonnaire, mais on a ratissé large et on attend la suite du volet économique, en fait. Oups. Merci, Alexandre. Est-ce qu'il y aurait une question? Sébastien? Merci pour la présentation. En fait, la question que je me posais, vous avez évoqué le Q2R22, le règlement sur la gestion des eaux usées individuelles et des installations septiques. Je me pose comme question si, dans le cadre juridique, vous pensiez qu'il y aura possibilité d'inclure, comme ils font un peu en France, les gens qui sont sur installation septique, qui payent moins de taxes parce qu'ils n'utilisent pas les services municipaux, mais qui contaminent quand même l'environnement un petit peu comme l'agriculture en apportant toutes sortes d'éléments nutritifs et d'autres éléments dans la nature. S'il n'y avait pas moyen de les taxer justement par le biais de taxes quelconques pour que l'avantage qu'ils ont en ayant une installation septique en payant moins de taxes municipales, mais qui contribue quand même à la contamination collective des ressources eau, s'il y a là un mécanisme semblable à celui en France qui serait possible au Québec? Bien, certainement, dans la perspective économique, à savoir si est-ce que cette façon-là est la bonne façon de faire pour atteindre l'objectif, ça serait plus difficile pour moi de me prononcer. Par contre, au niveau juridique, je vois rien qui nous empêche de faire la demande, dans le sens où on pourrait tout à fait envisager là, que ce soit un ajout qui soit fait à la réglementation pour compenser le fait que les gens payent moins de taxes municipales, mais qui polluent autrement. Je pense que oui, ça pourrait être une solution tout à fait envisageable.